bonjour, c'est encore moi. Très bonne année à tout le monde, plein de joie et d'allégresse. Et pour alimenter cette vivacité, je vous suggère fortement de regarder un très joli documentaire sur YouTube dont voici les 20 premières secondes. Donc les 20 millions d'euros volés aux habitants de la ville de Rambouillet se sont retrouvés dans les impôts futurs. C'est-à-dire que les gens ont payé 2 fois. Demain, l'ancien président Nicolas Sarkozy passera à la porte de sa cellule à la prison de la Santé. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, est visé par une enquête pour détournement de fonds publics et prise illégale d'intérêt. Voici donc un documentaire d'une 40aine de minutes, la moitié d'un film, qui est très bien fait, qui est très dynamique, qui est très très divertissant, qui est très bien monté. Enfin bref, je peux allonger les traits. L'intervenant est excellent aussi, le texte est fluide, tout va bien. C'est un documentaire sur la corruption, donc sur les détournements de fonds. Il s'intitule « Comment corrompre un fonctionnaire ». Alors, je n'ai que des bravos à accorder à la production de cette petite merveille qui néanmoins va se mériter 2 petites critiques. Rien de très grave, mais juste des prétextes en fait pour discuter de 2 choses que je trouve qui manquent à ce documentaire. Le premier, c'est l'exactitude du titre. Il s'appelle « Comment corrompre un fonctionnaire ». Or moi, je n'ai rien appris que je peux utiliser. Je me sens un petit peu floué. Moi, je me suis demandé si à la fin de ce documentaire, j'allais savoir comment introduire la possibilité d'acheter mon permis de construire, par exemple, plutôt que de devoir suivre les canaux administratifs habituels. Mais moi, j'ai aucune connaissance dans ces milieux-là. Je ne fais pas partie du cercle social proche de la mairie, par exemple. Donc, je ne sais pas comment acheter mon permis de construire sans m'exposer justement à des poursuites, parce que apparemment, ça ne se fait pas, c'est illégal. Mais il y a des moyens de le faire, puisqu'il y a des gens qui font bien pire. Donc, je n'ai pas appris grand-chose que je peux utiliser. Ça, c'est une autre façon de dire que ce documentaire, aussi excellent soit-il, ne parle pas vraiment de corruption de fonctionnaires, parce que la corruption de fonctionnaires, c'est quand même pas mal, justement. Tu as une maison, le toit fuit, nous, ça nous est arrivé, et ben pour le faire réparer, on a dû demander un permis, une autorisation de travailler sur notre propre maison. Après, il y a plein d'exemples, hein, on peut y passer la soirée, mais j'ai envie juste d'évoquer l'exemple d'un ami qui a un appartement à louer. Alors évidemment, c'est un sale propriétaire, donc c'est quand même bien fait pour lui. Et l'appartement ne satisfait plus les nouvelles normes de surface, de je sais pas quoi, de pente de toit, ou bref. Donc, interdiction de louer. Donc il faut faire des travaux, c'est obligatoire. Oui, alors il faut un permis de construire pour faire les travaux dans l'appartement que tu possèdes et dont on t'impose de le transformer. Mais le permis de construire, on te le refuse à cause de je sais pas quoi, des monuments historiques ou des merdes dans ce genre. Donc, tu as une obligation d'un côté, émise par l'administration, puis une interdiction de l'autre. Bon, bref. Là, la corruption, elle pourrait bien faire avancer les choses. C'est positif, la corruption. C'est finalement rétablir cette possibilité de marché, et puis bon, même si c'est du racket, mais ça permet quand même de faire avancer un peu les choses. Là, dans le documentaire, on parle en fait plus de magouille, on parle plus de détournement de fonds, bref, on parle de capitalisme, de connivence. Ce n'est pas simplement de la corruption de fonctionnaires. Alors, je ne sais pas si le titre a été choisi « Comment corrompre un fonctionnaire » après une grande étude de marché pour savoir ce qui allait attirer les clics. Mais si ça s'était appelé « Manuel du bon capitaliste de connivence », ça aurait été plus juste. Et on aurait largement de quoi en faire les choux gras sur nos vilains canaux complotistes. Mais tout le monde est scandalisé par ça. D'un autre côté, tout le monde, c'est-à-dire la majorité des voteurs, est scandalisé par le capitalisme. Mais vous votez pour, puisque c'est ce dont parle ce documentaire. Voilà pour la petite critique à propos du titre et du sujet. C'est pas vraiment un documentaire sur comment apprendre à corrompre un fonctionnaire, et ça parle pas vraiment de corruption, enfin si, mais à tellement grande échelle que là, c'est vraiment du capitalisme de connivence qui permet de détourner des fonds publics. Quand tu achètes ton permis de construire, tu ne détournes en rien. Tu fais accélérer une procédure qui pourrait coûter beaucoup plus en temps, par exemple, ça te prend 3 mois pour avoir le permis, ben là tu l'achètes, donc tu donnes, je sais pas moi, 1000 quelque chose, $1000, et tu l'as tout de suite. C'est tout ce que ça change. Et donc ça fait un fonctionnaire heureux, ça fait un propriétaire heureux.
Bon, il aurait été encore plus heureux de ne pas avoir besoin de demander de permis, mais c'est pas grave. Là, ça marche. Ça, c'est de la corruption. Mais quand l'argent des impôts, qui a déjà été le fruit donc d'un vol, se retrouve distribué, non pas dans ce dont on a promis à quoi il servirait, comme par exemple construire un hôpital, mais que ça va dans les poches de certaines personnes, par exemple des constructeurs d'hôpitaux, qui n'avaient pas à être là à ce moment-là, mais qui ont eu la chance d'avoir un contrat. Et ça, c'est vraiment le cas le meilleur, parce que ce que raconte ce documentaire, ça va bien au-delà de ça. Ça, c'est pas de la corruption, ça, c'est du capitalisme de connivence. C'est du détournement de fonds. Je trouve qu'il ne faut pas mélanger les choses, il faut être un petit peu précis. Donc, la corruption, c'est bien. Les détournements de fonds et le capitalisme de connivence, ça, c'est le gros cancer qui tue la civilisation. Alors, peut-être que j'insiste un peu lourdement, mais je trouve important de bien distinguer la corruption pure et simple du capitalisme de connivence ou du socialisme de connivence. C'est pareil. Le juste milieu. La simple corruption, c'est mettre de l'huile dans les rouages. C'est dégripper la machine. Le capitalisme de connivence, c'est acheter les rouages et faire tourner la machine pour me remplir la panse, à moi, à ton détriment. Le capitalisme de connivence, ça s'étale sur plusieurs étages. Au premier étage, tu as par exemple le fait qu'il faut avoir un permis pour ouvrir un commerce ou un restaurant. Il faut un permis pour être médecin, avocat, géomètre. La cartélisation, c'est le premier niveau du capitalisme de connivence. Ça protège ceux qui parviennent à rentrer dans le cadre légal aux dépens du public qui se retrouve face à des produits et des services de qualité moindre parce que la concurrence a diminué, le marché s'est restreint et donc la qualité n'augmente plus aussi vite qu'elle pourrait. Par contre, les prix, alors là, oui, ça monte bien. Ça, c'est un détournement assez basique de fonds, mais qui semble accepté par tout le monde. C'est pas de ça que parle le documentaire. Après, au niveau supérieur du capitalisme de connivence, on a par exemple les appels d'offres. Donc là, ça reste encore dans les choses qu'on déclare légales et acceptables. La mairie, le ministère, le machin, ils veulent construire un stade, des Jeux Olympiques, un pont, un machin. Ils veulent acheter des ordinateurs, des tablettes pour les enfants, tout ça. Alors, ils font des appels d'offres, des gens se présentent, et soi-disant qu'on prend le meilleur, parce que comme ça coûte moins cher à la communauté. Mais bref. Donc là, on se doute bien que déjà, il y a des petites magouilles qui se passent, et on a régulièrement des scandales qui sortent justement d'arrangements entre soi-disant entrepreneurs, prétendus entrepreneurs et politiciens ou fonctionnaires. Ça commence à être du vrai capitalisme de connivence un peu plus sérieux, là. Au-dessus de ça, on a carrément le détournement de fonds. C'est-à-dire que dans les deux premiers étages, c'est encore légal. Après, ça s'interprète. Par exemple, si je t'invite à dîner alors que tu es conseiller municipal, c'est juste un hasard que j'ai un permis d'ouvrir une usine sous le coude. Mais bon, on est un peu dans la zone tolérable apparemment pour les gens qui votent. En revanche, au niveau d'au-dessus, là, et c'est là que le documentaire illustre ça, on est vraiment dans le pur et dur capitalisme de connivence, c'est-à-dire du non-capitalisme. Il n'y a plus d'entrepreneurs, là, c'est juste des grosses magouilles pour détourner des fonds et finalement les soustraire au budget auquel ils étaient soi-disant alloués, comme par exemple construire un hôpital. Donc le documentaire va parler surtout du niveau 2, mais essentiellement du niveau 3 pour son passage le plus choquant, de ce capitalisme de connivence. Alors, au-delà de tout ça, et en parallèle, il y a le reste du capitalisme de connivence, qui est par exemple la législation du droit du travail, qui concerne absolument tout le monde. Ça protège qui ? Ça protège les grosses entreprises qui ont les moyens de se payer les mises à niveau réglementaires exigées par la loi. Donc, tu vois, ça va dans tous les sens, ce capitalisme de connivence. Donc, on retrouve des grosses entreprises qui vont faire du lobbyisme pour durcir les lois du travail, monter le salaire minimum. C'était le cas d'Amazon il y a quelques années aux États-Unis, qui avait vraiment milité pour qu'on monte le salaire minimum fédéral. Ou alors c'était dans un État en particulier, j'ai oublié. En tout cas, ça c'est aussi une forme de capitalisme de connivence, le lobbyisme soi-disant dans l'intérêt général. Et puis il y a les subventions. Ça c'est aussi un truc de capitalisme de connivence.
où les subventions, elles ne tombent pas au pif dans la nature comme ça. Elles sont désignées, il faut remplir des dossiers, il faut répondre à des questions. Et si on satisfait les objectifs d'un politicien ou d'un fonctionnaire, on va recevoir un chèque. Ça va faire bien sur son CV, puis nous, ça va faire bien à notre comptabilité. Donc là, on est dans la distribution et c'est un autre aspect du capitalisme de connivence qui va aussi faire du lobbyisme pour appuyer sur des distributions de pognon comme ça, comme la Trump vient de le faire par milliards avec les agriculteurs américains, par exemple, genre en décembre, là, ou même plus récemment que ça, quoi. Voilà, donc c'est pas non plus de ça dont parle le documentaire. Lui va vraiment se positionner sur le capitalisme de connivence, en partant de certains scandales dans des petites villes pour aller à des trucs stratosphériques au niveau quasiment d'un pays entier. Donc voilà pour ma petite critique. Je trouve qu'on aurait profité de savoir qu'il s'agissait plutôt de capitalisme de connivence. Peut-être que ça sonne moins bien, ou peut-être qu'ils ne connaissent pas l'expression, peut-être qu'ils ne font pas la différence avec la corruption, qui est quelque chose quand même de très bien. Donc en tout cas, je vous laisserai faire votre petite séance de visionnement pour avoir une opinion là-dessus. L'autre critique que je voudrais faire à ce documentaire, c'est sa dernière minute. Alors bouge pas, je vais la retrouver. Aujourd'hui, si la corruption reste massive, ces histoires nous montrent aussi la faille. Il suffit qu'une personne parle pour que les dominos commencent à tomber. Un témoignage et tout s'effondre. En 2025, 200 000 Français déclarent avoir vu une situation de corruption, mais seulement 1% d'entre eux ont porté plainte. Et d'une certaine manière, on les comprend. Dénoncer, c'est toujours s'exposer. Il n'y a pas une histoire où les lanceurs d'alerte ne sont pas licenciés, menacés de mort ou cambriolés. Et pourtant, certains le font quand même. Ils s'obstinent, peut-être parce qu'ils savent que c'est eux ou rien. Ils sont le dernier espoir de la justice. Une conclusion un petit peu insuffisante, ou disons trop optimiste, voire naïve. Après, je le comprends parce que c'est une chaîne de grande écoute qui diffuse ce documentaire, donc ils ne vont pas s'aliéner des millions de personnes avec des tirades anti-politiques. Mais je pense qu'ils n'y ont même pas pensé en fait à la tirade anti-politique, donc je vais en profiter pour la faire moi ici maintenant. La conclusion, je la trouve trop optimiste, voire naïve, parce que le système avec un grand S, celui qui est censé administrer la vie des gens, c'est celui qui incarne la corruption. Et c'est lui qui est aussi censé l'empêcher par son bras armé, par ce qu'on appelle sa justice, avec plein de guillemets. Alors effectivement, dans les cas présentés dans le documentaire, les personnes impliquées ont été traduites en justice, entre guillemets. Elles ont été emprisonnées, il y a eu des amendes, des scandales, enfin bref, ça s'est su, ça s'est popularisé, et ça s'est fini en procès, très bien. Ça, c'est ce qu'on voit. Il y a tout ce qu'on ne voit pas, soit parce qu'on ne le voit vraiment pas, soit parce que c'est tellement aveuglant qu'on ne le voit plus. Ce qu'on ne voit pas, ce sont tous les autres systèmes de collusion qui existent et qui tournent, et qui ne sont pas inquiétés. Et ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question d'absence de dénonciation, c'est que le même système, avec un grand S toujours, qui est à l'origine de la corruption, est censé aussi la condamner. Donc, puisqu'il est juge et partie, je sais que j'anthropomorphise le système, mais c'est quand même une opération qui répond à des besoins souvent convergents. Et à l'intérieur, il y a donc des bulles en opposition. C'est comme dans une mafia. Les gangsters, parfois, ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres, et puis ils règlent leur compte, ils s'entretuent, ou je ne sais pas, ils font des trucs de gangsters. Là, c'est la même chose, il y a des règlements de compte. Donc la machine, elle sait à peu près tout ce qui se passe, puisqu'elle en fait partie de la corruption. Sans la machine, sans le système, il n'y aurait pas de corruption, par définition. C'est la collusion publique-privée dont on parle. Donc sans le public, il n'y a pas de collusion. À ce moment-là, puisque cette machine est à la fois juge et partie, elle va choisir les parties néfastes qu'elle veut éliminer quand, par exemple, ça se voit trop, justement. Ou quand c'est au détriment d'autres systèmes de collusion qui aimeraient bien manger cette part de marché. La politique, c'est une
un marché comme un autre, mais plutôt un marché criminel comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a des territoires, et puis les gens veulent s'agrandir, ils veulent plus de budget ici, plus de fonctionnaires là, ils veulent mettre leurs pions à droite à gauche, en faire profiter leurs amis, mais pas les amis des autres. Il y a de la concurrence en politique et en corruption, comme dans la vraie vie civilisée. Sauf que dans la vraie vie civilisée, on ne taxe pas les gens. Donc c'est très naïf de penser que les lanceurs d'alerte, etc., que je respecte et qui font bien de faire ce qu'ils font, mais que ça va être la solution à l'élimination du problème de la collusion. La machine ne va pas se suicider. Or, elle incarne la corruption. Parce que l'autre petite remarque que je voulais faire, c'est celle-ci, c'est que la machine n'est pas, en panne, ou elle n'a pas des problèmes de corruption, elle est la corruption. Sans la machine, il n'y a pas de corruption, mais avec la machine, il y a forcément toujours de la corruption, même si personne n'achète les fonctionnaires. Parce que les gens qui sont dans l'administration et qui sont dans le gouvernement et dans tout ce système politique, ils le font par intérêt personnel, même s'ils ont envie d'aider autrui, ils sont altruistes et blablabla. S'ils pensaient pouvoir le faire ailleurs qu'en politique et dans l'administration, ils le feraient. S'ils pouvaient en profiter davantage, à la fois sur le plan matériel et psychologique, de la satisfaction du devoir accompli, ils le feraient ailleurs qu'en politique. Là, ils le font dedans. Ça veut dire qu'ils y ont un intérêt, que ce soit un intérêt matériel ou un intérêt de satisfaction personnelle. Donc ça s'appelle de la corruption de base. Tu ne peux pas être fonctionnaire ou politicien sans être de base corrompu, même sans avoir accepté des pots de vin. Parce que tu acceptes des fonds publics, par exemple. Ton salaire, tes traitements, ce sont des sommes d'argent volées. C'est de la corruption, ça. On te le donne à toi et pas à quelqu'un d'autre. On te le donne à toi pour que tu continues de faire ce que tu fais en tant qu'employé de l'administration ou en tant que personnel politique. Ministre, député, peu importe. Tu acceptes ce pognon de ton plein gré qui a été volé aux gens pour faire des trucs qui vont dans le sens de certaines personnes, dont toi. C'est de la pure corruption. La politique, même si elle était tirée au sort par Étienne Chouard, c'est de la pure corruption. C'est la chimie pure de la corruption, à l'état pur. Après, on y rajoute la vilaine corruption que le documentaire dénonce, celle qui s'étend un petit peu trop loin à l'extérieur de l'administration. Par exemple, prends un gros truc comme, je sais pas, EDF, SNCF, Hydro-Québec, n'importe quel gros machin d'État, Radio-Canada, n'importe quoi, à l'intérieur de ces entreprises, non, c'est pas des entreprises, pardon, à l'intérieur de ces organisations, il y a des sous-groupes qui sont en concurrence et qui aimeraient bien obtenir plus. Voilà, exister davantage. Si tu lis Henri Laborie, tu sais que toute structure a pour mission, pour raison d'être, de prospérer, d'exister, de se maintenir. C'est la définition de la vie d'ailleurs, c'est les structures qui se maintiennent en isolement de l'extérieur, en tant que structure. Donc, dans des grosses structures, justement, comme ce qu'on appelle le service public, il y a des intérêts personnels en jeu parce que n'importe qui, et c'est pas une critique, aime avoir plus d'aura, plus de domination sur son marché. Il aime bien réussir. Donc les gens qui sont là-dedans, ils ont aussi des intérêts personnels. Ils incarnent la corruption. Voilà, donc ça c'est le problème que je trouve avec ce genre de conclusion de documentaire, de croire que la machine elle-même est saine, qu'elle est légitime, et qu'elle fait le boulot pour lequel on croit qu'elle existe, c'est-à-dire administrer la vie des gens de façon à leur maximiser leur bien-être, en gros, quoi, hein, du gros utilitarisme à 2,50 francs. Non, la machine, elle fonctionne très très bien. Alors les crises, on nous dit non, ça marche pas et tout. Mais si, la machine, elle fonctionne très très bien pour son but réel, qui est la corruption de ses membres, c'est-à-dire l'existence de leur poste, de leur justification d'activité. Une secrétaire de mairie est par essence une personne corrompue, puisqu'elle vit de l'argent public pour faire un truc dont personne n'a besoin. Moi, j'ai pas besoin de permis de construire. Hein. Je peux très bien appeler tout seul l'entreprise pour qu'ils viennent réparer mon toit.
Je n'ai pas besoin d'une autorisation tamponnée par une secrétaire de mairie, ni d'un timbre fiscal à 150 $. Donc, la machine étant la corruption, je trouve qu'on devrait insister un peu plus. Si le documentaire voulait faire une conclusion bis pour dire que la démocratie, par essence, c'est de la corruption. Alors, je parle de démocratie, mais ça vaut pour tous les systèmes politiques, il n'y a aucune exception. La politique, c'est de la corruption par essence, c'est-à-dire du racket redirigé vers des intérêts personnels qui se font passer pour l'intérêt général. D'ailleurs, j'ai ressenti la même insatisfaction avec la conclusion de cet ouvrage, The Dictator's Handbook, qui est un livre pas très épais, facile à lire. C'est pas un essai compliqué avec plein de principes abstraits, c'est un reportage sur les pratiques dictatoriales et démocratiques en matière de corruption, comment maintenir le pouvoir dans tes mains. Il faut distribuer les bons montants de pognon au bon moment, aux bonnes personnes. Alors il explique ça avec des cercles d'influence et de soutien. Je t'ai préparé d'ailleurs un petit résumé avec Notebook LM tant qu'on y est, donc on va écouter ça tout de suite. Et la conclusion, tu verras, mérite le même retour que ce que je viens de faire à propos de ce documentaire, c'est que c'est beaucoup trop optimiste, voire toxique. À dans 6 minutes. On s'est tous déjà posé la question pourquoi les dirigeants, que ce soit en politique ou dans le monde des affaires, prennent si souvent des décisions qui nous paraissent terribles, complètement égoïstes. C'est une énigme qui revient sans arrêt, et aujourd'hui on va essayer d'y voir plus clair. Oui, c'est vraiment la question centrale, qu'il s'agisse de la cupidité à Wall Street, avec des milliards distribués en bonus en pleine récession, ou de la violence politique pure et dure, comme un Muammar Kadhafi qui n'hésite pas à bombarder son propre peuple. On voit bien que ce schéma se répète. Alors, l'explication la plus facile, celle qui vient tout de suite à l'esprit, c'est de se dire, bon, ces gens sont simplement cupides, foncièrement mauvais, ou alors complètement incompétents. C'est tentant, mais ça ne nous explique pas vraiment le pourquoi du comment. En réalité, la vraie réponse est beaucoup plus simple et assez contre-intuitive. Ce n'est pas forcément qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils suivent une logique cachée, un ensemble de règles qui dictent comment on gagne et on garde le pouvoir. Et c'est là que ça devient fascinant. Un mauvais comportement est en fait bien souvent une excellente politique. Pour bien piger cette logique, penchons-nous sur quelques exemples concrets de comportements de leaders qui, à première vue, n'ont absolument aucun sens. Franchement, ces situations défient toute logique. Des bonus complètement fous alors que l'économie s'effondre, un dirigeant qui s'attaque à ses propres citoyens, et ce ne sont pas juste des cas isolés. Tenez, prenons un exemple moins connu mais tout aussi parlant. Regardez ce chiffre, 787 000 $. C'est le salaire annuel de Robert Rizzo. Qui est Robert Rizzo? Le directeur municipal de Bell, une petite ville de 36 000 habitants en Californie. Oui, il gagnait plus que le président des États-Unis. Ce n'est pas une simple anomalie, non. C'est le système qui est à l'œuvre. Alors comment on fait pour déchiffrer ce code, cette logique cachée de la politique? Eh bien, la clé, elle se trouve dans la compréhension de 3 groupes de personnes qu'on retrouve dans n'importe quelle structure de pouvoir. Le principe de base est en fait très simple. Qu'on parle d'un pays, d'une multinationale ou même d'une petite association, un leader ne peut pas rester en place sans le soutien de certaines personnes. Et c'est exactement là que tout se joue. Pour visualiser ça, imaginez une sorte de pyramide du pouvoir. Tout en bas, à la base, on a ce qu'on appelle les interchangeables. C'est, disons, l'ensemble de la population, comme tous les électeurs d'un pays. Juste au-dessus, on trouve les influents. Là, ce sont ceux dont la vie pèse vraiment, comme les membres d'un conseil d'administration. Et tout en haut, le sommet de la pyramide, c'est le groupe le plus important, les essentiels. C'est le noyau dur, le petit groupe indispensable qui maintient le chef en place. Ok, maintenant qu'on a ces 3 groupes en tête, voyons comment ça s'applique dans les autocraties. Là, le dirigeant n'a besoin que d'un tout petit groupe d'essentiels pour garder son poste. Dans un système comme celui-là, à petite coalition, les règles de survie politique sont hyper claires et assez brutales. Règle numéro 1. Il faut que la coalition de soutien soit la plus petite possible. C'est plus facile à contrôler. Règle numéro 2. Il faut récompenser ce petit groupe, mais généreusement, avec ce qu'on appelle des biens privés, de l'argent, du pouvoir, des privilèges. Règle numéro 3, cruciale, il faut garder la main sur la source des revenus. Et la règle numéro 4, le bien-être de la population générale, eh bien c'est secondaire, voire ça n'a aucune importance. L'exemple de Samuel Doe au Liberia est un cas d'école. À son arrivée au pouvoir, il a tout de suite augmenté le salaire des soldats, il a éliminé ses rivaux et il s'est assuré que les richesses du pays aillent directement dans les poches de son cercle rapproché. On estime que lui et ses acolytes ont amassé près de 300 millions de dollars. Voilà un exemple parfait de ce que sont les récompenses privées. Et ça nous mène à un phénomène économique assez connu, la malédiction des ressources. Ce qu'on voit sur ce type de graphique, c'est que les pays qui sont très riches en ressources naturelles, paradoxalement, ont souvent une croissance économique plus faible. Pourquoi ?
C'est simple, un dictateur peut puiser directement dans cette richesse, le pétrole, les diamants, pour payer sa petite coalition, sans jamais avoir besoin que le reste de la population soit productive, éduquée ou en bonne santé. Bon, ça c'était pour les autocraties. Maintenant, changeons complètement de décor et passons aux démocraties. Là, les règles du jeu sont totalement différentes. Pour gagner, un dirigeant a besoin d'une très grande coalition. Winston Churchill, tout le monde le voit comme l'un des plus grands hommes d'État britanniques, le leader qui a mené son pays à la victoire pendant la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, cette citation pleine d'assurance, elle précède une chute politique assez spectaculaire. Et voilà le truc. Malgré son statut de héros et sa victoire militaire, Churchill perd les élections de 1945. Pourquoi ? Parce que son adversaire, Clement Attlee, a promis des choses qui bénéficieraient à tout le monde, des biens publics comme la création du système de santé national. Moralité ? Dans une démocratie, même l'un héros de guerre doit proposer des politiques publiques populaires s'il veut rester au pouvoir. Donc si on met les deux systèmes face à face, le contraste est saisissant. L'objectif final, lui, ne change pas, c'est de rester au pouvoir. Mais les moyens sont radicalement différents. L'autocrate, il achète la loyauté de quelques personnes avec des récompenses privées. Le dirigeant en démocratie, lui, doit gagner le soutien d'un grand nombre de gens avec des biens publics, comme des routes ou un bon système de santé. D'un côté, la priorité, c'est la loyauté, de l'autre, ce sont les bonnes politiques. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Le point le plus important, c'est que cette grille de lecture, cette théorie, elle nous donne des outils pour voir le monde un peu différemment. La grande idée à retenir, c'est que la politique n'est pas fondamentalement une bataille entre les gentils et les méchants. C'est avant tout un jeu d'incitation. Le comportement d'un dirigeant n'est pas seulement dicté par sa morale ou sa personnalité, mais surtout par la structure du système dans lequel il ou elle évolue. Si le comportement est le résultat du système, la question qui vient logiquement après, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses ? Eh bien, la solution que propose cette théorie, elle est structurelle. Pour avoir une meilleure gouvernance, il faut changer les règles du jeu pour que les dirigeants dépendent d'un plus grand nombre de personnes. Plus la coalition de soutien est large, plus le leader est obligé d'agir dans l'intérêt de tous et non plus de quelques-uns. Et c'est peut-être ça la leçon finale. La politique, ce n'est pas du chaos. Elle obéit à une logique, à des règles. Et une fois qu'on a compris ces règles, on peut non seulement expliquer le monde qui nous entoure, mais on peut aussi commencer à réfléchir à comment l'améliorer. La politique devient un jeu dont on peut potentiellement changer les règles. Ah là là, une conclusion si déplorable pour un contenu quand même intéressant. C'est triste, mais bon, je ne suis pas tombé de ma chaise parce que le livre a tout un chapitre consacré à comment réparer les imperfections de la démocratie. C'est même marqué derrière, regarde. La phrase pour t'exciter à acheter le bouquin du Financial Times, elle te dit que voici un livre lumineux qui explique le fonctionnement des dictatures et des démocraties imparfaites. Mais gros lol, putain, une démocratie imparfaite, c'est même plus un pléonasme à ce milieu-là. Il faut faire gaffe avec les pléonasmes, on peut créer des trous noirs quand on met des évidences trop ensemble. Une démocratie, c'est toujours imparfait parce que ça n'existe pas, ou alors c'est parfait parce que ça fait ce que ça doit, c'est-à-dire traire des vaches. Mais bref, je reviens pas là-dessus. Ou alors, juste un petit peu, la démocratie, c'est du communisme intelligent qui a appris à propos de quoi il faut mentir aux vaches qu'on appelle le peuple pour mieux les traire. La démocratie, c'est l'étude de marché du système politique pour savoir ce qu'il faut faire miroiter aux vaches qu'on appelle le peuple pour les traire plus longtemps, plus intensément et plus calmement, puisque elles ne sont pas censées se rebeller puisqu'on leur fait croire à ces vaches que c'est elles qui ont décidé ce qui se passait. C'est du communisme extrêmement brillant. Bon, c'est du parasitisme, mais il faut reconnaître que le mécanisme est quand même chiadé. Par exemple, si on revient au cas du type qui a gagné contre machin, là, contre Churchill, l'élection, en vendant au public l'idée d'un système de santé gratuit. Alors, évidemment, les gens, ils veulent des trucs gratuits, donc ils ont voté pour ça, mais ils n'ont toujours pas de système de santé depuis tout ce temps-là, je te signale. Le NHS en Angleterre, c'est une abomination, c'est presque aussi pourri, peut-être même plus que Santé Canada. C'est-à-dire c'est un mouroir du tiers-monde avec des cadavres semi-vivants sur des palettes dans les couloirs. C'est une pure saloperie. Il ne faut jamais aller dans le système public. Ça n'existe pas en fait. C'est un sévice d'abord, ce n'est pas public parce que tu n'y as pas accès. Si par une chance extraordinaire, au bout de 16 mois d'attente, tu obtiens enfin un rendez-vous, peut-être que là, effectivement, ils vont te faire des trucs, des piqûres et des machins qui vont te soigner, mais d'ici là, tu as tout le temps
de mourir, quoi. Donc non, il n'y a pas de système de santé. C'est une arnaque complète. C'est un mensonge. Il y a une file d'attente pour espérer atteindre un système de santé que tu as déjà payé par tes putains de taxes. Même si tu ne payes pas d'impôts, tu as payé quand même. Fais-moi confiance, ton niveau de vie est tellement bas par rapport à ce qu'il pourrait être sans cette gangrène administrative que tu payes quand même. Et là, en plus, tu payes avec du temps d'attente. Bref, il n'y a rien à tirer de la démocratie. C'est simplement de la dictature diluée. C'est de la monarchie par intérim et puis par sous-traitance, en fait. Il y a des petites monarques un peu partout, plutôt qu'un seul gros monarque au sommet du truc. Sauf qu'en fait, en démocratie, tu as les deux. Tu as tous les petits monarques éparpillés, et tu as les monarques intermédiaires, et tu as le monarque suprême. Et chacun se gave à son niveau. Donc non, la démocratie n'est pas un système qui permet d'éliminer la corruption et d'améliorer la vie des gens. C'est un cheval de Troie, c'est du communisme 2.0 très sophistiqué. On n'est plus dans les petites magouilles à la papa Staline, à coups de flingue et à coups de goulag, parce que ça se voit trop, c'est pas très populaire, ça marche pas. Et le même livre explique pourquoi. Et donc le communiste s'est développé, il a appris, il a gagné en compétences, et maintenant il a compris comment il fallait faire pour être un communiste à plus longue échéance que ceux du siècle dernier. C'est tout. Donc il faut tordre le cou à ce genre de cochonneries, de conclusions pourries qui, là je m'emporte, mais je suis désolé, mais il y en a marre, quoi. On tient un truc qui fonctionne pendant 39 minutes, la 40e est pourrie, j'ai un bouquin qui t'explique tout ça, et puis à la fin il te dit, bah oui, mais c'est bien quand un candidat politique te promet des trucs gratuits, et parce que c'est pour le bien commun, et donc le peuple a le contrôle sur l'État. Le peuple a zéro contrôle sur l'État. Le peuple, tant qu'il obéit, il a zéro contrôle. Tant qu'il se met à genoux, en mode Étienne de la Boétie, il n'y a rien à en espérer, ça va continuer. Donc tant que tu continues à voter et à croire que la démocratie est un truc qui fonctionne de manière à la fois saine et légitime, c'est foutu. C'est pas la peine de continuer. Bon, bonne année. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Où je vais comme une limace, ou plutôt comme un veau suivant sa mère, la vache de trop au cimetière, future carcasse dont on se débarrasse, membre par membre, steak par steak, dans l'hébétude intrinsèque du blob social au pitech, qui digère et qui défèque et qui ne sait faire que ça, dévorer, chier l'État. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Pas de cœur, pas de cerveau, bande de méduses en troupeau. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je bois la tasse? Mais ma poule, tu es une vache qui mérite la cravache. Es-tu aussi jolie qu'Angelina Jolie? Si tu avances quand je recule, tu gagnes une chanson de Jules. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sors de la vase, c'est l'heure de faire table rase de cette folie qui embrase la vie sous toutes ses phases, comme une grosse métastase, communiste, démocratique, impérial ou minarchique, poil aux genoux arthritiques. Sortez, sortez, sortez. Sortez-vous
comme un gros esclave. Aimes-tu tant ton rôle de betterave? Cesse de jouir comme un dictateur. Ça me fait un petit peu peur de discerner si peu d'honneur dans ton univers d'abattoir. Attention, ça va être tout noir, c'est à la vie qu'il faut boire. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Et si vraiment la liberté te fait si peur, te bouche le nez, essaie de simplement songer à bien nous foutre la paix. Vos goulags et vos saintes d'élection, montez-les entre vous, bande de cons. Il n'y a aucune justification à nous les enfoncer dans le fion. À nous les gens civilisés, singes, on ne vous a pas sonné. Socialopithèque, Cro-Magno-Publicain, démocrate en outan, minard chimpanzé, monarchonobo, communiste Andertal. Pas de cœur, pas de cerveau, bande de méduses en troupeau. Pas de cœur, pas de cerveau, et tu veux des généraux. Pas de cœur, pas de cerveau, dans l'empereur est le plus beau. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme. Sortez-vous les doigts du cul, sortez-vous les doigts du communisme.